Bonjour à vous, nous allons pouvoir commencer cette table ronde sur des territoires à plus 4 degrés. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Alban Canto, c'est moi qui vais animer cette table ronde. Je suis rédactrice en chef du magazine de Technicité. Alors, sur ce thème, territoire à plus 4 degrés, je pense que déjà on peut être interpellé sur le fait des plus 4 degrés qui apparaissent dans l'espace public. D'où viennent ces plus 4 degrés alors qu'il y a quelques années de ça, tous les chefs de la planète, non pas tous, de nombreux chefs de la planète se sont réunis à la COP 21 pour s'accorder sur une trajectoire à 1,5 degré à l'horizon 2100. Bien, tout simplement, on se rend compte que les engagements qui ont été pris par les États ne permettent pas de tenir cette trajectoire et que si on regarde la réalité des émissions, on se dirige vers une réalité à plus 4 degrés au niveau de la planète. Si on redescend juste deux chiffres au niveau de la France, en France, on est déjà à 1,7 degré en température moyenne au-dessus des températures qui étaient constatées à l'ère pré-industrielle, alors qu'au niveau de la planète, on est à 1 degré. Donc, on a déjà un petit réchauffement supérieur. Un autre chiffre qui est un indicateur intéressant, c'est celui de la température moyenne de l'été 2022, qui était supérieure de 2,7 degrés à la moyenne précédente, c'est qu'on calcule sur les années 91-2000. Ça, c'est les chiffres Météo France. Été 2023 ayant été le quatrième le plus chaud depuis 1900, et les trois précédents, c'était 2003, 2022 et 2018. Voilà, ça pose un petit peu le cadre. Et donc, de plus en plus de personnes admettent que les 1,5 degrés, on ne va pas les tenir et qu'il faut se préparer à plus 0,4. C'est notamment l'objectif qui a été dessiné par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en demandant de faire un troisième volet du plan national d'adaptation au changement climatique, tienne compte de ces 4 degrés et qui doit être présenté d'ici à la fin de l'année. Donc, pour rentrer un peu dans le détail de ce sujet, vous allez pouvoir écouter Sarah Tessé, qui est chef de projet Territoire et Société à France Stratégie, qui a produit une note sur l'adaptation des territoires, qui date de 4 mois. Voilà. Nicolas Beaupied, qui est expert au CEREMA Territoire et Ville sur la question de la résilience. Nous avons Yannick Tondu, côté territoire, qui est directeur général adjoint à la ville de Marseille en charge de la ville verte et durable et qui est également membre de l'AITF. Et nous avons enfin Bernard Salat, qui est directeur général adjoint au développement responsable à l'innovation chez Colas et ici aujourd'hui en tant que vice-président du Conseil des spécialités de la Fédération nationale des travaux publics. Je vais commencer par vous laisser la parole, Sarah, pour nous dire quelques mots sur la note que vous avez produite, qui regarde un petit peu comment s'adaptent les territoires. Merci. Alors oui, en effet, on s'est interrogé sur l'adaptation au changement climatique dans les territoires, dans une note qui nous a permis de faire un point sur 3 territoires particuliers. On a essayé de comprendre quels étaient les freins, les défis que devaient relever les collectivités, en interrogeant aussi bien les élus, les services que les services de l'État, et pour identifier face au changement climatique, comment il fallait s'y prendre et pourquoi ça allait pas plus loin. On reviendra un petit peu dans les détails plus tard. Yannick Tondu, vous avez à Marseille a déjà travaillé sur ce que ça allait être Marseille sous canicule. Est-ce que vous pouvez donner quelques indications sur quelle temporalité vous avez travaillé et comment ça peut se traduire sur le territoire le dérèglement climatique? Bonjour. Oui, en effet, effectivement, on a fait réaliser une étude qui vise à traduire les conséquences des changements climatiques et notamment l'élévation globale des températures sur notre territoire et plus spécifiquement sur notre centre-ville. L'objectif de cette étude qu'on a confiée à un cabinet qui s'appelle Indigo visait justement à essayer de mesurer les spécificités de la réaction d'un centre-ville face à ces phénomènes climatiques extrêmes. Alors évidemment, dans un contexte méditerranéen, les résultats sont malheureusement très spectaculaires. On a simulé en particulier l'évolution des températures au sol. En 2050 à Marseille, on peut faire cuire un œuf
en le posant sur le sol en plein été, par exemple. Donc ça donne, c'est une image qui est vraie, hein, c'est ce que les simulations donnent. Je trouve que c'est assez parlant. Et en 2100, on peut atteindre 90 degrés au sol sur Marseille. Donc on est vraiment sur des températures qui sont extrêmes. C'est-à-dire que ce qui se pose à terme, c'est même la question de la capacité à vivre tout simplement dans ces centres-villes. Ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà, compte tenu de la longueur des changements, se préparer à organiser des transitions très fortes sur la conception de l'espace public. Alors, on est sur des centres-villes anciens, donc par certains aspects, notamment dans les villes du Sud, ils ont été aménagés, je dirais, en fonction des réalités climatiques, en tout cas celles du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle. Donc, notamment en particulier, c'est bien connu dans les villes du Sud, on a des rues étroites qui permettent de préserver une certaine fraîcheur, mais plus récemment, au XXe siècle, on a modifié assez significativement l'aménagement pour faire de la place à la voiture. Et donc tout cet urbanisme, on va dire du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, se révèle malheureusement extrêmement fragile et il amplifie les effets du réchauffement plutôt que de les résoudre. Donc notre étude visait à essayer d'abord de décrire le plus précisément possible la situation, j'ai envie de dire rue par rue, avec des simulations qui ont été faites, et puis à essayer de voir quelles pourraient être les réponses, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Ce qui est étant donné que cet horizon est extrêmement récent, les collectivités n'ont pas encore enclenché les chantiers d'adaptation au changement climatique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même d'énormes blocages psychiques, pratiques pour enclencher l'adaptation. Et j'ai notamment, suite à nos discussions, relevé le point de l'incertitude qui empêche de prendre des décisions. Je pense que vous avez des choses à développer sur cette thématique-là, Chiara. Oui, en effet, c'est le premier défi à relever pour les élus locaux, c'est la question de l'incertitude, puisque évidemment, plus 4 degrés à la fin du siècle, c'est pas un objectif, c'est juste au cas où qu'il faut se préparer à plus 4 degrés. L'objectif, c'est bien moins de 1,5 degré, mais pour ça, on ne sait pas si on va l'atteindre, cet objectif. Donc déjà, on a une incertitude sur la hausse des températures, vu que l'objectif, c'est quand même de les réduire. Et puis, il y a des incertitudes aussi parce que les événements climatiques, les phénomènes naturels sont très variables selon les territoires et les solutions sont forcément très localisées. Et donc, on n'a pas forcément toutes les connaissances pour savoir ce qui va se passer à la fin du siècle sur telle et telle commune, tel territoire bien précis. Et il y a encore des marges d'incertitude. Or, les élus, ils font des investissements aujourd'hui qui vont durer 50, 100 ans quand on a des gros investissements. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les décisions. Et le plus gros défi, c'est de prendre ces décisions qui peuvent être impactantes en termes de coûts, notamment, en termes de choix, alors qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer à la fin du siècle. C'est un point sur lequel je pense que vous pouvez aussi réagir, monsieur Salas, sur l'incertitude. Et comment est-ce qu'on la gère par rapport à la problématique des infrastructures? Oui, alors, je pense qu'effectivement, il y a encore des incertitudes, bien que, vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est apparu dans des interventions, notamment du président de l'Association des maires de France. Les incertitudes, elles sont de plus en plus levées. Il suffit de lire la presse le matin pour se rendre compte qu'il y a des événements violents, brutaux, qui empêchent, et j'aime bien votre expression, notre but c'est de faire vivre des gens, et qui empêchent les gens de vivre, puisque ça coupe des voies de circulation, ça empêche de vivre parce qu'on n'a plus l'accès à l'eau ou l'accès à l'électricité, en tout cas de vivre comme on souhaite vivre en partie aujourd'hui. La réflexion, elle est liée à cette incertitude, et pour les infrastructures, et en lien sans doute avec l'urbanisation et le fait que beaucoup de populations, notamment en France, vivent en ville, moi j'ai l'impression que l'infrastructure, et notamment les infrastructures de mobilité, elles sont vécues comme des éléments de la vie quotidienne. Elles sont quasiment transparentes, on les voit pas. C'est des commodités. Et ces commodités, nous avons tellement l'habitude de pouvoir en disposer que on se rend plus vraiment compte, peut-être, du fait qu'elles doivent s'adapter et se transformer, notamment à cet élément-là. Donc cette approche qui doit
être contrebalancé notamment par de la communication, c'est un élément extrêmement important. Alors les médias en parlent de plus en plus. Au niveau de la fédération, on travaille sur la mise en place d'un outil qu'on appelle Infraclimat pour apporter des solutions, mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Oui, un outil de visualisation. Oui, au niveau des pistes. Effectivement, on reste sur pourquoi est-ce qu'on n'y va pas à fond. Nicolas Beaupied, vous pouvez peut-être souligner qu'il y a déjà des choses à faire, qu'on peut faire des choses dès aujourd'hui. Effectivement, alors je reviendrai peut-être rapidement sur les problèmes aussi qui existent aujourd'hui et qui font que les territoires ne sont pas encore engagés, pour la plupart en tout cas, dans des démarches d'adaptation. Il y a effectivement cette incertitude, cette difficulté à se projeter, je dirais. Aucun territoire pourra dire « ça y est, je suis adapté ». C'est plus facile de le dire quand on travaille sur la neutralité carbone, par exemple. On peut atteindre l'objectif de neutralité carbone. Enfin, ça reste à discuter, mais en tout cas, c'est un objectif qui existe. Là, on est dans un processus, quelque chose qui est au long cours, qui est progressif. Donc ça, c'est la première difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'adaptation, comme on le dit souvent, c'est le parent pauvre des plans climat. C'est le volet qui est le moins traité, qui est le moins approfondi dans les plans climat des territoires. Donc il y a ce problème de prise de conscience que vous avez déjà un petit peu évoqué, même si la prise de conscience effectivement s'accélère étant donné tous les phénomènes auxquels on est confronté, notamment ces 2 dernières années. Mais il y a aussi un problème finalement d'organisation des collectivités. Je pense que les collectivités territoriales ne sont pas tout à fait adaptées à cette idée de travailler de manière très transversale, parce que l'adaptation, c'est un sujet éminemment transversal qui va toucher, vous l'avez dit, à plein de sujets, à plein de thématiques, à plein de services au sein des collectivités. Donc l'organisation des collectivités, je pense, n'est pas tout à fait aujourd'hui appropriée. Il y a des collectivités qui se réorganisent un petit peu pour traiter de manière, on va dire, plus large l'action climatique. Il y a un problème de financement. Alors, le contexte pour les collectivités n'est pas nécessairement favorable, effectivement, avec les dotations qui baissent, mais je dirais, elles peuvent où elles devraient peut-être même travailler sur cette question du financement d'adaptation. Ça veut dire déjà regarder aujourd'hui comment finalement l'adaptation est intégrée ou pas dans les différents investissements, dans les différentes dépenses de fonctionnement, pour avoir ce réflexe adaptation. Se dire, est-ce que ce bâtiment qui va être construit répond aux enjeux de l'adaptation ? Ça, c'est le premier point sur le financement. Deuxième point, c'est peut-être avoir des lignes dédiées à l'adaptation aussi. Là, je reprends des éléments qui sont sortis notamment d'une étude d'I4CE, le think tank. Donc des dépenses dédiées à l'adaptation, ça veut dire, et beaucoup de collectivités le font, végétaliser, désimperméabiliser, tout un tas d'autres actions qui peuvent être mises en place dès maintenant. Et puis, il y a ce troisième point que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est l'ingénierie dédiée finalement à l'adaptation. Comment on fait en sorte d'animer ce volet adaptation du PCAET ou la stratégie d'adaptation quand elle existe. Voilà, donc il y a ces différents problèmes qui, je dirais, coexistent et font qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait engagé au niveau des collectivités dans l'adaptation. Ça change, grâce notamment effectivement à l'accompagnement de certains acteurs comme le CEREMA, mais pas que, qui sont là aussi pour essayer d'inciter et donner des outils pour connaître finalement les évolutions climatiques adaptées à son territoire, parce qu'on peut effectivement lever l'incertitude, par exemple, grâce à un diagnostic de vulnérabilité approfondi. C'est des choses qui aujourd'hui existent et qui sont maîtrisées par un certain nombre d'opérateurs, par des bureaux d'études et par certaines collectivités. Bernard Salat, je vous ai senti frémir sur la question du financement. Je trouve que l'explication que vous donnez est essentielle et effectivement on arrive à cette notion de financement parce que je crois que la problématique à laquelle on fait face, elle est réellement, comme vous le disiez, vraiment multifactorielle. Il y a plein d'éléments, on touche à plein de domaines et c'est là que je pense on doit identifier, comme vous le disiez, les financements. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, et c'était d'ailleurs ce qu'expliquait le président Lisnard hier lors de l'expression à la FNTP, les collectivités ne doivent pas avoir peur d'investir sur long terme aujourd'hui, parce que le financement, globalement, existe dans les collectivités. Les trésoreries des collectivités sont plutôt à un excellent niveau. Le désendettement est là
assez largement engagé pour la majorité des collectivités. Les crédits qui ont été contractés sont de bonne qualité, ce qui n'était pas vrai il y a encore une quinzaine d'années. Donc, on peut investir sur long terme. Et pour le coup, pour nous, notre vision, c'est que cet investissement, si on lève les problématiques de désilotage, de partage et peut-être une autre qu'on n'a pas citée, qui est le problème de la formation, que l'on n'empile pas les couches comme ça a été toujours le cas dans notre pays avec des responsabilités empilées les unes au-dessus des autres. C'est sûr que les compétences en matière de climat, on ne va pas les démultiplier en France. Si on doit les embaucher dans les entreprises, dans les collectivités, au niveau de l'État, au niveau des agences d'État, au niveau des bureaux d'études, on s'en sortira jamais, on n'arrivera jamais à aller au bout. Donc, tout ça, c'est des économies à faire. Ça veut dire de faire les choses différemment. On y viendra sans doute. Et en même temps, de mobiliser ces finances qui existent dans les collectivités pour pouvoir engager ce travail qui est plus que nécessaire. Nécessaire, vous le disiez à nouveau, à cette idée de vivre où on a envie de vivre, dans les villes comme dans les campagnes dans notre pays. Et ça, les entreprises sont prêtes à accompagner ce mouvement. Je voudrais qu'on revienne un moment sur le sujet de l'organisation des collectivités par rapport à l'étude que vous avez menée. Vous avez étudié 3 territoires qui sont sujets à risque, qui ont déjà l'impression de s'adapter aux risques existants. Est-ce que leur organisation les prépare à l'avenir? Oui, en effet, on a étudié 3 territoires avant, pendant, après la catastrophe, en quelque sorte. C'était les territoires des vallées de la Roya qui ont été touchés par la tempête Alex en 2020, puis retouchés en octobre dernier. Le territoire de Dunkerque, qui était censé gérer les inondations depuis un millénaire et qui se prépare à cette question. Et puis le territoire de Poitiers, qui est vulnérable sur les questions de l'eau, mais pour qui il n'est pas encore arrivé de gros problèmes. Et on a essayé de comprendre si l'organisation était adaptée. Il faut voir que sur ces sujets de transition écologique, sur l'adaptation comme sur d'autres sujets, ce sont des sujets qui doivent être traités de façon transversale, parce que sinon on court le risque de trouver des solutions de maladaptation, c'est-à-dire on va trouver une solution à un problème, par exemple sur la gestion de l'eau, on va trouver une solution à la question de l'agriculture intensive, mais ça reporte le problème sur un autre secteur, par exemple l'alimentation en eau potable. Donc il faut traiter tous les problèmes en même temps, de façon transversale, pour pas créer un problème là où on a trouvé une solution ailleurs. Et pour ça, il faut avoir une organisation transversale. Et comme sur ces sujets de transition, on a toujours face à la même difficulté, c'est-à-dire des administrations sectorielles. Et un élu, quand il veut s'emparer du problème de l'adaptation au changement climatique, le premier problème, c'est de se dire à qui je donne le dossier. Déjà, là, on ne sait pas. Donc, il y a un changement à opérer, y compris dans les relations avec l'État, qui, là, petit à petit aussi, a cette réflexion transversale. On le voit avec les nouveaux contrats où il faut traiter toutes les questions de transition écologique en même temps. Il faut pouvoir penser la complexité et à la rigueur, s'il y a une question d'ingénierie à apporter, comme vous le soulignez, c'est aussi une question de formation qui est aussi des personnes qui sachent penser la complexité et la transversalité. Yannick Tondu, est-ce que c'est une réflexion que vous avez déjà amorcée à la ville de Marseille dans l'organisation des services? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Oui, alors ça fait partie effectivement des sujets qui chez nous sont bien en place, en tout cas qui sont inscrits dans l'organisation de la collectivité depuis les dernières élections municipales, puisque le titre qui est le mien et la délégation que je pilote s'appelait, parce qu'elle vient de changer de nom, elle s'appelait Ville plus verte et plus durable, et là elle va s'appeler Ville de demain, donc ça revient à peu près au même, donc on est toujours dans cette projection, et c'est vrai qu'on a essayé d'organiser cette transversalité, puisqu'en gros l'ensemble des sujets d'aménagement et de gestion du patrimoine urbain sont placés sous mon autorité et j'essaie d'organiser effectivement cette transversalité. On essaye aussi de mettre en place des ateliers où on essaie de réfléchir collectivement sur des sujets qui effectivement ne rentrent pas dans les boîtes, dans les silos habituels. Donc effectivement, ça fait partie des réflexions auxquelles je pense toutes les collectivités aujourd'hui sont confrontées. Ce qui complexifie un peu le sujet, c'est que on a aussi créé, et pour des bonnes raisons, des intercommunalités.
Et donc aujourd'hui, une bonne partie des sujets sont à cheval sur les instances municipales et les instances intercommunales, ce qui oblige à encore davantage de transversalité ou en tout cas d'instances qui obligent à rapprocher les points de vue, parce que lorsque les gouvernances sont distinctes, ce qui est notre cas à Marseille, eh bien on peut avoir des trajectoires qui, tout en étant, je dirais, chacune d'entre elles inspirée par des bonnes intentions, divergent en réalité lorsqu'on les applique à des cas concrets. On va juste continuer avec vous, parce que là, je voudrais passer sur le chapitre des pistes, parce qu'on a quand même des pistes à proposer. On avait évoqué ensemble plusieurs mesures que vous, sur lesquelles vous travaillez à la ville de Marseille. Vous pouvez en citer quelques-unes ? Oui, alors il y a ce qui est sous la responsabilité des collectivités directement, là où elles sont elles-mêmes maîtres d'ouvrage, et c'est en particulier le cas de tout ce qui concerne le bâtiment. Bon, là-dessus, effectivement, toutes les collectivités sont appelées à travailler sur la résilience de leurs bâtiments. Alors, malheureusement, on en est encore aussi à essayer de lutter avec de la climatisation contre les phénomènes de chaleur, ce qui n'est pas ce qu'il faudrait faire, mais parfois l'urgence nous conduit à faire ce genre je dirais de faux pas. Mais c'est la nécessité. En tout cas, on essaie de beaucoup mieux isoler nos bâtiments. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez fait allusion évidemment planter. Ça, c'est quelque chose qui est désormais un mot d'ordre assez largement répandu dans les villes. Mais c'est pas si facile. Je renverrai les gens intéressés à un récent article des Échos qui montrait à quel point c'est compliqué de planter des arbres en ville et toutes les raisons pour lesquelles ça ne marche pas toujours, pour des raisons notamment d'occupation du sous-sol. Un autre axe important, c'est les cours d'eau. On a deux fleuves côtiers qui irriguent l'un le nord et l'autre l'est de Marseille, hein, les Égalades et l'Uvonne, qui ont été, comme très souvent dans les villes, je dirais cachés ou absorbés par l'urbanisation. Ils ont été souvent canalisés, voire enterrés. Et là, on essaie de redécouvrir ces fleuves, parce que d'abord, ils nous aident à gérer l'écoulement des eaux, et puis parce qu'aussi, ce sont des facteurs majeurs de fraîcheur dans les villes. J'évoquais tout à l'heure les phénomènes d'îlots de chaleur urbains et leurs conséquences qui peuvent être extrêmement fortes dans les centres-villes. Et c'est vrai que la redécouverte, la renaturation des fleuves peuvent être des facteurs importants pour rafraîchir, parfois de façon très significative, les centres-villes. Et puis, il ne faut pas l'oublier, une bonne partie de la ville, c'est pas nous qui la fabriquons, nous collectivités, ce sont les acteurs privés. Et donc, c'est aussi à travers les règles que nous leur donnons, à travers les documents d'urbanisme en particulier, que nous orientons leur action et que nous les conduisons à faire les choix qui sont collectivement les plus vertueux. Je pense en particulier à ce qu'on appelle une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation qu'on a introduite dans notre PLUI en l'occurrence, et qui vise effectivement à inciter beaucoup plus fortement le maintien des espaces en pleine terre, la conservation des végétaux existants, la plantation de nouveaux arbres et de nouveaux espaces de pleine terre, mais aussi l'orientation des bâtiments de façon à ce que chaque constructeur sur chaque parcelle contribue à une amélioration collective de la résilience face au changement climatique. Ok, donc il y a déjà des choses qu'on peut faire dès maintenant. Et il me semble que Bernard Salat, vous aussi, vous avez des actions, enfin une réflexion sur une approche défensive et une approche offensive qui sont deux temporalités d'action. Oui, absolument. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui nous engagent à être malgré tout optimistes. On l'a vu au travers, vous citiez la vallée de la Roya, les travaux ont été faits, et bien que l'événement climatique a été moins violent cette fois-ci que lors de la tempête Axel, les ouvrages ont résisté et on a réussi, après tout en quelques années, en 3 ans, à conforter et à rendre résilient en tout cas une partie de ce territoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. On sait faire à partir du moment où on a identifié, à partir du moment où on a modélisé. Et aujourd'hui, comme on l'avait fait à la FNTP avec un outil que l'on a partagé, cette notion de partage, elle est essentielle. C'était l'outil SEV sur toute la partie environnementale, partagé avec les collectivités, avec les services de l'État. On est en train de préparer un outil que l'on appelle infraclimat, qui va d'abord avertir, montrer, voire démontrer, validé par le CEREMA dans sa dimension scientifique, en tout cas au niveau informatif qu'il va avoir dans un premier temps, et qui permettra aux élus de pouvoir observer comment leur territoire va réagir, va se comporter
comment leurs infrastructures essentielles vont être touchées par des événements climatiques en fonction de divers scénarios. Réellement, en fonction de divers scénarios, c'est sûr qu'aujourd'hui, un seul scénario, il est quelque part décrédibilisant. Il faut avoir ce continuum entre un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Donc, c'est réellement dans le partage. Je pense en se disant, dans la confiance aussi des entreprises, ça a été aussi dit hier, dans la confiance des entreprises sur leur savoir-faire, validé par les agences d'État qui, de tout temps, en tout cas en France, ont eu un apport énorme dans le développement des infrastructures. Je pense qu'on peut, par ce biais, progresser, amener les outils pour mobiliser les financements, mobiliser les intelligences, mobiliser aussi les envies, tout simplement, pour réaliser ces travaux qui sont quand même, je pense, nécessaires à tout un chacun. Une réaction, oui, Nicolas Oui, Wauquiez. une piste de solution aussi qui finalement se traduit pour le CEREMA par un accompagnement de collectivités. En tout cas, ça va être normalement lancé là, début décembre, un grand programme d'accompagnement de collectivités sur l'adaptation au changement climatique pour finalement donner la possibilité aux collectivités d'avoir une vision de long terme et de la traduire dans le cadre d'une stratégie. Je pense que les collectivités ont besoin de ça, de cet accompagnement et surtout de construire finalement leur propre schéma d'adaptation. Parce que le schéma d'adaptation de la Roya va pas être le même que celui de Dunkerque, évidemment. Donc, ça s'appelle les trajectoires d'adaptation. Et donc, c'est vers ça que le CEREMA tend et souhaite accompagner les collectivités. L'idée, c'est vraiment de donner aux élus, aux agents, la possibilité de se projeter, comme on le disait, c'est un des problèmes. La possibilité aussi d'engager des actions rapidement. Et puis, pourquoi pas, finalement, d'aller mobiliser les acteurs qui vont être impliqués dans cette stratégie. La coopération locale, c'est un peu le mot d'ordre aussi d'un programme comme celui que veut lancer le CEREMA. Donc, en faisant du dialogue entre les différents échelons, mais aussi du dialogue entre les différents acteurs, publics, privés, publics, citoyens. C'est là-dessus, sans doute, qu'une stratégie doit être bâtie. Et donc, c'est vraiment, on va dire, les forces vives du CEREMA vont être mises là-dessus. Donc, voilà, nous, on est optimistes également parce qu'on a vraiment envie de faire en sorte qu'il y ait un partage ensuite entre les collectivités qui auront des réussites, peut-être aussi des échecs à partager. Et je pense que c'est aussi vers ça que le CEREMA tend, c'est-à-dire d'aider les collectivités à s'appuyer sur ce qui se fait bien ou pas bien ici et ailleurs. Le retour d'expérience qui est toujours majeur pour progresser. Sarah Tessé, après avoir écouté le discours de 3 ingénieurs, voilà, par rapport à l'étude que vous avez menée, voilà, est-ce que vous retrouvez des pistes que vous avez identifiées comme étant importantes pour s'adapter par rapport à l'étude que vous avez menée? Oui, tout à fait. J'ai entendu des pistes pour accompagner les élus, pour définir de façon fine au niveau des territoires quels étaient les risques, les impacts. Et c'est tout à fait ça qu'on a repéré aussi comme un besoin, une piste pour avancer. C'est-à-dire qu'il existe des connaissances scientifiques, mais les élus ont encore du mal pour passer à l'action politique concrète. Et ils ont besoin d'un accompagnement et d'un travail en finesse, notamment par le CEREMA ou par d'autres opérateurs de l'État. Donc on pense qu'il faut aller sur cette piste-là, avec un accompagnement de proximité et une expertise plus territoriale. Et puis, il y a des choses aussi que j'ai pas entendues que je pourrais rajouter. Ce qui peut gêner les élus, même les plus ambitieux sur les questions de résilience, c'est qu'en fait, l'accueil par les habitants est pas toujours positif. Il y a une forme d'anxiété par rapport à la notion de crise, de changement climatique, et on n'a pas envie d'en entendre parler. Et ce qu'il faut construire, c'est un récit positif, collectif. Il faut donner à voir ce que ça pourrait être sans montrer forcément une catastrophe. Penser non pas une catastrophe, mais plutôt un autre projet de développement. C'est ce qui s'est passé dans les vallées de la Roya, par exemple. Ils ont construit en concertation avec les citoyens un projet de développement pour la montagne 4 saisons, sans parler de catastrophe. Mais c'est juste une autre façon de se développer, et c'est ça qu'il faut construire aussi pour
pour que les élus soient pas freinés dans leur envie de changer les choses par crainte en fait de la réaction des habitants. Ok, merci beaucoup pour ces propos à tous les quatre. On avait une demi-heure pour échanger. Est-ce qu'il y a une ou deux questions parmi vous qui étaient là pour nous écouter avant qu'on cède la place à la table ronde suivante? On a apporté toutes les réponses. Vous pouvez vous présenter? Oui, une petite question sur les simulations. Comment vous faites pour finalement l'adapter au niveau du territoire, puisqu'on a des simulations très, je dirais, très globales et en plus qui ne tiennent pas vraiment compte des valeurs extrêmes avec beaucoup d'incertitudes. Comment vous adaptez finalement ces simulations ou ces scénarios du GIEC à l'échelle du territoire? La question des incertitudes, l'information qui est centrale, c'est ce qu'on disait au début. Oui, alors effectivement, je pense que c'était un écho à l'étude dont je parlais en introduction. Effectivement, alors il faudrait poser la question plus précisément au cabinet Indigo qui l'a mené, mais globalement, on a fait un modèle numérique du centre-ville avec une modélisation de chaque bâtiment, mais l'IGN produit ce genre de choses. Et après, on a appliqué une température moyenne. Alors après, avec des évolutions sur l'année, mais une température moyenne telle que les simulations du GIEC nous les donnent sur Marseille, et on a essayé de voir comment ces températures se déclinaient en fonction du terrain, en fonction de l'orientation du soleil, parce qu'évidemment, les bâtiments qui sont orientés à l'ouest, ils n'ont pas du tout la même température le soir que ceux qui sont orientés à l'est, par exemple. Donc ce genre de choses peut être simulé sans entrer dans le détail je dirais, des évolutions climatiques. On s'est basé sur quelque chose d'assez grossier en termes d'intrants de température globale, et par contre on a été très fin sur la déclinaison locale de cette température macroscopique, si vous voulez. Une autre question? D'accord, on me signale. Je cherchais une question dans la salle, mais non, on me signale comme quoi c'est vraiment terminé. Quelqu'un me fait des grands signes de croix au fond, donc je n'avais pas vu les bons signaux. Merci à vous pour votre écoute. Merci à tous les quatre pour les informations délivrées et bon salon.